Cette semaine au Balado, une émission spéciale entièrement dédiée à mon entretien avec le philosophe, professeur et auteur Christian Saint-Germain. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média. Je suis votre animateur Francis Denis, en compagnie pour cet épisode spécial avec Christian Saint-Germain. Christian Saint-Germain, bonjour. Bonjour Francis. Christian Saint-Germain, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez déjà participé à des productions Libre Média, dont une belle entrevue que vous aviez réalisée avec notre rédacteur en chef, Jérôme Blanchet-Gravel, aux grandes entrevues que j'invite nos auditeurs à aller regarder de nouveau ou à les découvrir s'ils ne l'ont pas déjà fait, qui se trouve sur la chaîne YouTube de Libre Média. Mais bon, Christian Saint-Germain, vous êtes une personnalité connue du monde intellectuel au Québec, mais on vous entend moins ces temps-ci. Vous allez éventuellement, bientôt en juin, comme j'ai pu le croire, prendre votre retraite de l'enseignement. Parlez-nous un peu, où en êtes-vous aujourd'hui, Christian Saint-Germain? Merci de m'inviter. D'abord, toujours content de travailler avec la jeunesse ardente. Oui, après 35 ans à l'université, il est temps de mettre un terme aux bonnes choses. Aux 35 ans, c'est immense comme quand on y pense. C'est le temps, c'est une vie, en fait, d'une certaine manière. C'est quelque chose d'affolant quand on y réfléchit rétrospectivement. En fait, c'est rester à la même place pendant 35 ans. Évidemment, au plan spirituel, ça pose un certain nombre de questions. Là, c'est comme être assis devant une porte ouverte et pas passer la porte. Mais c'est un peu une cellule de monastère. Oui, c'est totalement monastique d'une certaine manière. Enfin, les astrologues diraient que c'est une maison 12. Là, c'était en institution pendant 35 ans, dans à peu près les mêmes locaux, avec les mêmes moines, entre guillemets, à nos côtés. Enfin, ça suppose une sorte d'ascèse, mais en même temps, c'est ce qui m'a permis de rencontrer ma femme, de découvrir Hawaï, les États-Unis. Ça m'a permis de voyager un peu, ce que je faisais pas, je suis un très mauvais voyageur. Donc, ça m'a forcé aussi à bouger. Et puis, c'est une chance. Être prof d'université au Québec, ça reste un grand privilège, dans la mesure où travailler, par exemple, sur des auteurs comme Lévinas ou vouloir faire une thèse en droit plus tard, c'est-à-dire travailler pour soi, d'une certaine manière, faire de la recherche, c'est un immense privilège. Combien de brillants collègues qui travaillaient, je sais pas moi, sur Hegel ou sur des auteurs, sur des auteurs qu'il a été plus difficile à présenter, se sont restés sans emploi ou ont dû travailler dans d'autres domaines que le domaine intellectuel. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, c'est à la fois rare et il faut pas se tromper. C'est-à-dire que il faut que la Providence nous aide. Il faut être soutenu par une force plus grande que nous. Parlez-nous, Christian Saint-Germain. Bon, vous allez prendre votre retraite. C'est le temps d'un bilan. Et aussi peut-être un bilan à la fois personnel et institutionnel. L'éducation au Québec. Parlez-nous un peu, là, quel est votre regard, là, a posteriori? C'est bien particulier. C'est à la fois, comme je l'ai dit, c'est le sentiment d'avoir été privilégié dans une université populaire comme l'UQAM, d'avoir eu une grande liberté, de ne pas avoir eu de patron, d'avoir eu de longs étés à réfléchir, à écrire des livres. J'ai écrit, je pense, une douzaine de livres, 2 thèses de doctorat qui ont été publiées. J'ai fait des choses, en fait, qu'on ne me demandait pas de faire. Parce que j'ai une espèce d'esprit des choses qui m'intéressaient passionnément, notamment mes essais sur le Québec. Mais donc, j'ai écrit des livres que personne ne me demandait, que peu ont lu aussi, il faut bien le dire, mais suffisamment pour que l'éditeur fasse ses frais. Et donc, ça m'a beaucoup plu. Enfin, c'est ce que je dis souvent à ma fille, c'est un des plus beaux métiers, parce qu'on peut rester
on peut acheter des livres neufs. Ça, c'est une chose importante pour moi, parce que j'ai passé aussi une grande partie de ma vie dans des bouts. La Pléiade. Non, pas la Pléiade. Non, moi, j'ai jamais été fasciné par Bible, non? pas par la Bible. Non, pas par la bibliophilie. Moi, j'aimais même un livre. Moi, je suis un alcoolique de la bouquinerie. C'est-à-dire que moi, j'adorais les bouquineries, j'adorais même les livres soulignés, parce que souvent, le lecteur précédent est plus intelligent que vous, puis qui vous signale des éléments qui vous auraient échappé. Donc, je suis fasciné par ça. J'ai pu donc continuer d'acheter des livres avec mon petit budget d'étudiant, mais ensuite de prof. Et là, la grande révélation pour moi, c'est être prof, c'est que tu peux acheter neuf, puis tu peux acheter à peu près ce que tu veux en termes de livres. Mais j'ai pas de fascination pour le livre ancien comme pour lui-même, ou le livre rare pour lui-même avec en reliure. Là, c'est moi, les Pléiades, là, c'est le genre d'ouvrage qu'on donne aux ministres. Les livres anciens des collections de Port-Royal, du jansénisme. Oui, il y a peut-être ça. Il y a peut-être quelques rares trouvailles faites dans des bouquineries. Oui, on cherche. En France, à Paris, tout ça. Oui, parce que le collectionneur, il manque toujours il y a toujours l'objet manquant, là, la merveille qu'on aurait voulu avoir. La traduction du Grand Arnaud. Oui, mais même moi, je cherche même des affaires en droit, parce que je lis très peu de romans. En fait, toute ma bibliothèque, c'est du droit, de la psychanalyse, de la religion, évidemment, et donc de l'exégèse, ce que j'appelle mes bondieuseries, c'est-à-dire que c'est des ouvrages qu'on trouve plus, le Père Spic ou le Père de Lagrange, où tu trouves plus ça. Il faut, en fait, un des grands bonheurs, à la fois triste, c'est à un moment donné, quand j'étais plus jeune dans ma carrière, et que mes collègues de théologie de l'Université de Montréal m'avaient dit l'Oratoire Saint-Joseph, il y a eu un incendie à la bibliothèque, puis là, ils liquident des ouvrages qui sont imbibés de fumée. Puis là, on était allés avec mes amis, c'était comme si on était au paradis du bibliophile, là, c'est-à-dire au sens... Vous êtes loué à trailer pour pas embarquer. Un trailer, mais pas une remorque, mais on est parti avec des sacs d'épicerie, puis on a rempli ça. Puis évidemment, eux voulaient s'en débarrasser parce que les livres étaient un peu noircis, mais il y avait des choses que tu ne retrouves plus, là, des affaires techniques en exégèse, des affaires en morale merveilleuses, là, de merveilleux ouvrages anciens. Le dictionnaire d'apologétique de la foi catholique. Oui, les 5 tomes, les 5 beaux tomes. Je pense que c'est Alès qui a écrit ça. Je les ai, oui, juste derrière moi, là-bas. Puis encore mieux, il y a encore plus que l'apologétique. Il y a encore mieux... De spiritualité, là, il y a 800 tomes ou quelque chose, ça finit plus, ça. Non, dans la dictionnaire de spiritualité, ils n'ont pas terminé toutes les lettres, je pense, mais à quoi qu'ils sont non, ils sont mais c'est une merveille, là. Tu trouves ça, même les premières lettres, là, à l'abandon. Ouais, ça, c'est un genre de projet de retraité, c'est-à-dire travailler sur la notion d'abandon dans la tradition mystique catholique, là, c'est exceptionnel. C'est comme l'encyclopédie, le Diderot, le dernier vestige de Diderot, finalement, c'est l'Église qui le porte aujourd'hui. Oui, mais en paradoxalement. Oui, mais en plus, c'est la qualité de l'écriture, c'est-à-dire c'est la beauté de cette écriture-là, la qualité d'un français, là, remarquable. En fait, la retraite pour un prof d'université, c'est pas si traumatisant que ça, dans la mesure où... les livres vont vous accompagner. Non seulement les livres t'accompagnent, mais tu es habitué d'interrompre... Tu sais, ta carrière, ton enseignement se termine au mois d'avril et tu reprends au mois de septembre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de désœuvrement, il y a une sorte d'oisiveté dans l'enseignement qui fait en sorte que la retraite n'est pas quelque chose... C'est pas comme être un avocat dans un bureau, dans un grand bureau de Montréal, puis travailler 6 jours par semaine, puis sortir de là à 7 heures du soir, puis c'est pas ça du tout, là. Il faut que tu t'auto-détermines, là, tu te dises, par exemple, moi j'écrivais des livres, bon, j'ai vécu avec beaucoup d'échéances, parce que pour mon éditeur, il fixe une échéance, donc tu te mets en mouvement en fonction du livre, tu travailles pour ça, mais c'est pas comme...
c'est pas une vie... Il n'y a pas d'une grande socialité dans la vie universitaire. Il n'y a pas de tournoi de golf, puis il n'y a pas de 5 à 7 d'avocats. Mais il y a des étudiants quand même, il y avait des relations, des amitiés qui se sont développées. Est-ce que vous pensez que vous allez vous ennuyer de ça? Mais les amitiés avec les étudiants, c'est bien... D'abord, c'est compliqué aujourd'hui, parce que ça peut être même dangereux. Là. Il ne faut pas les multiplier. Ils sont fragiles, les étudiants d'aujourd'hui? Plus sérieusement, la question reste entière, Francis, dans la mesure où on a ce qu'on appelle étudiants, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai été moi-même comme étudiant. C'est-à-dire... qu'est-ce que vous étiez, vous? C'est-à-dire, mon étudiant, il travaille... Décriviez l'étudiant Christian Saint-Germain. Non, j'étais un très mauvais étudiant, d'abord. En quel sens? Au sens de... Je posais trop de questions, je ne rentrais pas dans le moule, ou vous étudiez pas, vous ne faisiez pas vos devoirs? Non, il y avait des cours très ennuyeux, parce que en fait, j'ai 2 carrières parallèles. Là. C'est-à-dire, j'ai fait un premier doctorat en théologie, mais ensuite, j'ai fait un 2e doctorat en droit. Et donc, un des cours les plus difficiles, c'est en droit. Il y a des aspects du droit qui sont totalement imbuvables. Le droit des compagnies, le droit... Puis tu t'ennuies parce que là, les gens ne se forcent pas en droit. Là, ils ne se forcent pas pour être drôles. L'idée d'un professeur en droit, c'est très, très récent au Québec, puis il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire, l'idée d'un docteur en droit, là, on commence à en recruter, mais par exemple, à l'Université de Montréal, il y avait beaucoup de gens qui ont des maîtrises, puis qui enseignent, puis qui ont fait toute une carrière. Tu peux même devenir professeur titulaire avec une maîtrise. Ça vous donne... Ce qui est pour moi une sorte d'incongruité, là, mais peu importe. Donc, il y a des affaires ennuyeuse. Moi, j'étais un mauvais étudiant parce que moi, je suis un peu comme dans le cyclisme. Tu sais, il y a du monde qui pédale bien dans certaines conditions. Moi, moi, c'était en montagne. C'est-à-dire que quand il y a des grimpeurs dans le Tour de France, là, moi, j'étais capable j'étais à mon meilleur, je crois, enfin, si on peut dire, au doctorat. C'est-à-dire quand on est obligé d'inventer une hypothèse, de travailler sur une longue... d'innover. Ben, oui. Sortir des sentiers battus, sortir de la boîte. C'est toujours ce qu'on aime à croire. On prétend toujours innover. Enfin, c'est toujours préférable. Mais, vous faire avancer les choses pour redire pour une énième fois. Oui, exactement. Pour ne pas reprendre les mêmes vieux travaux qu'on a déjà lus. Là. Non, ce que j'allais dire, Francis, c'est que l'étudiant moderne, il ne me ressemble pas. Parce que moi, j'avais pas de job d'été, sauf avec mes oncles quand j'allais les aider à la campagne. Tu sais. Mon étudiant moderne, lui, il travaille chez, je sais pas, Starbucks, là, il est capable de faire la caisse, il travaille depuis le cégep. Il n'y a pas l'oisiveté requise. C'est pas ça le mot à latin, c'était l'otium. C'est-à-dire cette idée d'avoir du temps libre. Du temps pour lire des affaires que tu n'as pas besoin de lire. C'est-à-dire pour enrichir, pour élargir... Contempler. Oui, évidemment, la vie contemplative, oui. Mais élargir ta palette. C'est-à-dire que les étudiants avec qui j'ai travaillé, ils étaient très bons, que j'ai dirigés. On ne dirigé pas tant que ça, là, pas beaucoup. Mais ceux que j'ai dirigés, ils faisaient ce que je leur demandais, mais ils faisaient strictement ce que je leur demandais. C'est-à-dire que... Rien de plus. Ben oui, ils étaient très bons. J'ai toujours eu la chance d'avoir des très bons étudiants, puis fins, puis à tous égards. Mais moi, quand j'étais étudiant, je vivais de manière très frugale chez mes parents. Je travaillais... mon grand bonheur à une époque, ça va vous donner l'idée de mon âge, là, de mon grand âge, mais j'allais au Palais du Livre, là, à côté de... près de l'UQAM, là, où on a construit l'îlot voyageur dans les conditions qu'on connaît. La lenteur qu'on connaît. Oui, mais j'allais au Palais du Livre, puis c'est là où on écoulait tous les livres invendus. C'était l'équivalent du Colisée du Livre à Québec. Oui, c'est en fait, je dis Palais du Livre, mais je me demande si ça s'appelait pas le Colisée du Livre. Le Forum du Livre. Oui, c'est exactement là. 305 jaune. Près du terminus voyageur. On était là, puis un grand bonheur, c'était de retrouver des ouvrages, des colloques de Cerisy à 99 sous, des colloques de Royaumont, je faisais des achats défensifs, c'est-à-dire des choses qui ne m'intéressaient pas de lire tout de suite, mais je les achetais au cas où.
Alors, mais mon étudiant, lui, il est élevé autrement. Son câblage neuronal n'est pas le même qu'à mon époque. Là, Il peut lire par l'audio aussi. Les audiobooks aujourd'hui sont très populaires. Oui, c'est ça. Puis ça, ouais. Puis... Il y a des changements là, par rapport aux étudiants, comme vous le dites. Donc là, vous entrez de plein pied dans cette retraite après 35 ans à l'UQAM comme professeur. Parlez-nous un peu des projets à court terme, ou est-ce que vous allez vous laisser un peu à l'oisivité de vos intérêts actuels et laisser peut-être l'aventure, le risque de projets que vous n'avez pas encore planifiés là? Je laisse toutes les options ouvertes dans la mesure où, d'abord, je jouis, j'ai une espèce de grand bonheur d'avoir fini mes devoirs, c'est-à-dire d'être comme un étudiant qui a tout fait ses devoirs, puis que là, c'est-à-dire j'ai pas d'échéance, j'ai pas de rien à remettre, je me suis pas fixé, mon éditeur Giovanni de chez qui est un merveilleux, c'est un éditeur, là, les éditeurs, là, c'est précieux, là, j'en ai lu quelques-uns, là, mais ils sont tous, il y a quelque chose comment dire, il y a quelque chose il y a une amitié, il y a une relation. Il y a une amitié, il y a un lien particulier à l'édition parce qu'il y a une sorte d'impudeur à écrire, même si c'est des sujets théoriques, le fait d'être proche, puis le fait d'accepter de se faire corriger une phrase ou de se faire suggérer de réécrire telle chose, là, c'est un exercice absolument salutaire pour l'esprit. Une fois qu'on a surmonté l'épisode de l'écrivain diva, là, une fois qu'on a surmonté le sentiment d'être la meilleure chose après le pain tranché, donc une fois qu'on a surmonté ça, on apprend beaucoup d'un éditeur, là. Un éditeur, c'est quelqu'un qui est extrêmement humble dans la mesure où lui-même comprend ce que vous avez. Il fait juste biseauter vos phrases, les rendre plus efficaces, les raccourcir. Il y a quelque chose de l'avocat au sens où il est l'avocat du temps du lecteur. C'est-à-dire qu'il... Aussi, mais il veut rendre ça le plus agréable possible. Giovanni est un homme merveilleux parce que lui, en plus, il y a une sorte de sévérité sèche. C'est-à-dire, il n'y a pas de discussion longue. On sait que... Il me dit, Christian, je comprends pas cette phrase-là, explique-la moi, puis je vais... et puis, il y a une connaissance du français, mais en tout cas, magnifique, là. Et donc, c'est toujours... moi, en fait, je vais essayer je sais pas dans qu'est-ce que je vais réécrire, parce que, je sais pas si tu t'en souviens, Francis, j'ai écrit 4 essais sur le Québec, là, donc 4 essais polémiques au maximum, chicaniers, avec la fameuse thèse selon laquelle, pour moi, les partis nationalistes québécois, notamment pseudo-indépendantistes, sont l'équivalent du Norbourg intellectuel de la politique, là, c'est-à-dire, je veux dire, que ce soit Paul Saint-Pierre Plamondon, M. Blanchette, là, on est dans la promesse qui ne sera jamais tenue, on est dans l'enfarinade du naïf, là, d'une génération qui s'est laissée embarquer par des billevesées, comme disait le capitaine. On va avoir le temps d'y arriver aux questions de l'identité québécoise. Oui, c'est tout ça, les projets. C'est ma retraite qui vous intéresse. Mais la retraite, il n'y a pas de projet concret pour l'instant. Moi, j'écris juste des poèmes d'amour. Là. Dans ma vie, j'aime juste les poèmes d'amour. Puis c'est juste ça qui m'intéresse, en fait, dans écrire un beau poème. Là. J'ai publié déjà un petit recueil qui s'appelait Tomahawk, qui a bien été reçu, donc, moi, c'est ça qui vous stimule pour l'instant. Ben, vous imaginez... Outre la famille. Oui, Francis, mais t'imagines, c'est quelqu'un qui dit ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les poèmes d'amour. Tu sais, t'as 60 quelques années, puis tu dis c'est ce qui m'intéresse, c'est les poèmes d'amour. Mais c'est mieux que des gratteux puis le bingo. Oui, mais ça reste quelque chose qui vous rapproche pas de trop de monde. Mais c'est peut-être une retraite au sens
peut-être spirituel du terme, au sens où vous vous retirez au jour le jour et tout ça pour éventuellement peut-être revenir sur la scène, qui sait? Peut-être. Comme je te dis, je suis tout à fait ouvert. Le moine qui prie les même... psaumes à longueur de journée, c'est peut-être un peu politique, votre... La politique m'a toujours intéressé, mais pas à l'avant-scène, pas comme... Mais comme commentateur, comme conseiller, comme orateur. Oui. Comme... Mais mes affaires sont tellement ils sont tellement polémiques, puis les formules sont... Je sais qu'on ne veut pas rentrer tout de suite dans les affaires, dans mes essais sur le Québec, mais... Mais on est à l'âge de la polémique. C'est ce qui me donne un peu le tremplin pour parler de notre deuxième sujet qui vous intéresse, comme vous restez à tout le moins un observateur de la politique internationale et des mouvements sociaux. Et bon, comment est-ce que vous voyez un peu tout le brouhaha qui a lieu autour de la présidence Trump, de ces deux clans? On assiste presque, j'utilisais la formule dans un autre balado, un nouveau grand schisme d'Occident, comme s'il y avait deux clans de part et d'autre qui s'excommuniaient l'un l'autre sur la marche à suivre pour l'Occident. D'une part, on pourrait les appeler les globalistes ou les bureaucrates européistes, etc. Et d'un autre côté, les populistes qui assument l'héritage historique de la démocratie au sens de la liberté de porter un projet émancipateur, universaliste, etc. Et qui serait incarné aujourd'hui par Trump. Donc, il y a deux clients avec différentes personnalités, tout ça. Sur ma vision un peu grossière, comment est-ce que vous voyez un peu cette nouveauté ou ce combat qui est là qui se déploie devant nous? D'abord, je vois Trump d'une manière absolument... je suis absolument en désaccord avec le traitement médiatique qu'on réserve à Donald Trump au Québec. Là. C'est des enfantillages depuis le début. Ça n'a pas de bon sens de ne pas comprendre l'intérêt immédiat du Québec, que le Québec ne prenne pas... j'allais dire, fait et cause pour le combat qu'il mène. Soyons au premier degré. L'homme a 78 ans. Moi, j'en ai pas 78, mais j'admire quelqu'un qui a 78 ans et qui est capable de parler 2h30 en Alabama avec une humidité d'à peu près 100% en habit et qui le matin a fait une conférence de presse d'1 heure et qui rembarque dans l'avion. Pour moi, c'est de l'ordre du tour de force, c'est de l'ordre de la prouesse, c'est de l'ordre de l'inspiration charismatique divine. Il y a quelque chose de surnaturel dans sa puissance, là, dans cette espèce de puissance. Puis il y a un élément messianique dans le profil de Trump, dans la mesure où il répond, il veut sauver l'Amérique, les États-Unis. C'est-à-dire qu'il se dit, moi, j'ai échappé à un attentat, j'ai 78 ans. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre... Qu'est-ce qui le pousse à faire? Qu'est-ce qui me motive? Oui, exactement. Il n'y a rien d'humain qui peut le motiver. C'est la rouache de l'Ancien Testament. Là. C'est le souffle divin, c'est la folie. Mais il faut quand même garder... il faut savoir raison garder aussi. C'est-à-dire, l'homme, il a un caractère... j'allais dire grossier du personnage, mais le pouvoir politique, c'est toujours grossier, ça a toujours un caractère obscène. Ce qui est obscène dans la politique, c'est qu'un monsieur peut, du bureau ovale, envoyer un petit gars de l'Idaho perdre 2 jambes en Irak ou sur un décret de décider que, c'est-à-dire que ça, c'est l'obscénité de la politique en elle-même, c'est-à-dire, le personnage... La brutalité décisionnelle. Oui, un homme dans son bureau décide du destin de milliers d'autres. Donc, c'est en soi quelque chose d'affolant, là. C'est quelque chose d'incontournable, mais d'affolant aussi. D'où ceux qui ont peur du président Trump, ils voient, ils pèsent. Oui, mais c'est pas un guerrier. C'est-à-dire que le seul fait de contrarier les fabricants d'armes pour vouloir interrompre la guerre, le seul fait de contrarier les vendeurs d'armes, puis le seul fait de contrarier les pharmaceutiques en nommant Kennedy, c'est comme s'assurer aussi un assassinat. C'est-à-dire que j'essaie de récapituler un peu les idées un peu échevelées qui décrivent Trump, mais en fait, l'homme a 78 ans, il est trop vieux pour être corrompu, il est trop riche pour être corrompu, donc
Il y a du don de soi quelque part. Il y a du don total, il y a une kénose absolue du personnage. C'est-à-dire, il y a une femme magnifique, il y a eu une vie totalement turbulente et... des beaux enfants. Oui, en fait, on imagine jouer au golf, ce qu'il fait, mais on n'imagine pas un homme... Imaginez un Québécois de 78 ans. Le risque de se prendre une balle oui, pourquoi, en plus, finalement? En plus, tu sais, pourrait couler des jours heureux à New York ou en Floride sans se préoccuper de rien. Non, c'est pas ça qu'il fait. Il engage... Puis c'est un idéologue aussi, au sens des idéologues de la Révolution française. Je dis souvent, Trump, c'est Robespierre moins la guillotine. C'est-à-dire que c'est un révolutionnaire. Il suit des idées économiques là, sur les tarifs puis ces affaires-là, mais il poursuit des velléités idéologiques. Puis c'est comme ça comme les gauchistes poursuivaient des idées de gauche, lui, il poursuit des idées de droite avec les moyens que ça implique. Et comme les gauchistes se sont totalement discrédités à travers des luttes sur le genre, puis l'identité de genre, puis ils se sont perdus dans des affaires byzantines, c'est normal que le sens commun revienne, que dans le fond, la gauche est plus proche du DSM que de Marx, là. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables de se réorganiser non plus pour résister à Donald Trump. Ils sont un peu pris au dépourvu. Puis vous mentionnez justement la question de la guerre et de cette fronde qu'il a organisée contre les fabricants d'armes. On ne se rend pas compte, mais par exemple, dans le commentariat au Québec, on ne se rend pas compte que les néoconservateurs aujourd'hui sont dans le Parti démocrate et aussi un peu dans le Parti des républicains. Mais Dick Cheney, aujourd'hui, c'est un anti-trumpiste, là. Oui, donc, absolument. Le Vice, là, on était contre lui, mais là, finalement, on est du même côté que lui. On n'arrive pas à... Qu'est-ce qui empêche de s'orienter et d'être fidèle un peu là, dans ses orientations? Mais Francis, moi, je ne suis pas inquiet. Je pense que le Québécois, évidemment, est comme... nos médias sont comme une immense chimiothérapie permanente qui va dans le... qui épuise toute espèce de sens critique, là. Mais les Québécois comprennent, puis j'ai l'impression qu'il va susciter un enthousiasme étonnant à telle enseigne que les partis indépendantistes comme le PQ et le Bloc québécois sont extrêmement mal pris parce que là, non seulement il n'est plus question de référendum, c'est une consultation plus tard. On a vu Paul Saint-Pierre Plamondon reporter ça, mais il voit bien que le grand danger, c'est l'annexion du Canada. Et ce que moi, je n'arrive pas à comprendre comme observateur de la chose politique, bien, j'arrive à la comprendre, puis je vais l'expliquer pourquoi. C'est qu'on n'a pas, dans un parti qui serait un ancien parti indépendantiste, qu'on n'a pas le matériel, au sens physique du terme, le matériel politique pour négocier avec les États-Unis une place comme État américain. C'est-à-dire, je ne comprends pas que nous n'allons pas rejoindre la Louisiane. Pas que la Louisiane soit un moment heureux, puisqu'elle a été vendue par Napoléon, puis a été vendue, je pense, aux alentours de 1803, je pense. Puis le Québec lui a été abandonné au moment de la conquête. Donc, on est les jumeaux, la Louisiane étant le bel enfant de cette paire de jumeaux. Là, c'est intéressant, je pense que c'est $1 million. On le chiffre toujours, la vente en dollars. Est-ce que vous croyez que Napoléon a reçu des dollars américains? Est-ce que déjà à l'époque, il y avait vassalisation de l'Europe où il a été payé en or au moins? Je ne sais pas comment la transaction... Oui, il faudrait faire des recherches là-dessus. Vous utiliserez votre retraite pour faire des recherches. Je ne sais pas comment... Mais la Louisiane, la Louisiane, c'est moins froid que le Québec. Là. C'est pas les érables, là, c'est les magnolias. Puis les magnolias en fleurs, c'est autre chose que la dure réalité froide dont parlait Voltaire. Là. Mais qu'importe. Ce que j'essaie de dire, Francis, c'est que je ne comprends pas qu'on ne trouve pas dans les partis indépendantistes traditionnels comme le PQ un groupe de vieux avocats qui ont travaillé avec les Américains dans des dossiers de commerce, qu'on n'ait pas... je pense à M. Laurent au PQ, Jacques Laurent, qui est un avocat qui a un certain âge maintenant, mais qui a négocié par exemple, quand le PQ a essayé de nationaliser l'amiante, il a négocié avec General Dynamics, bien, qu'on n'ait pas un groupe de juristes qui parlent un anglais impeccable,
implacables et qui ne nous négocient pas, qu'on n'ait pas la capacité de nous venger de la conquête en disant nous voulons, Québécois, nous annexer aux États-Unis, tout en ayant des privilèges linguistiques ou en conservant un certain nombre de caractéristiques pour nous annexer. Pourquoi on attend que le Canada lui-même, que l'Alberta prenne les devants, puis que nous, on se retrouve gros gens comme devant dans le deal, c'est-à-dire dans le package? Pourquoi nous-mêmes, dans un geste d'autodétermination absolue, on ne décide pas d'aller vers les États-Unis avec un groupe d'émissaires d'avocats en droit commercial? Lâchons la vieille ritournelle des débats constitutionnels à la Daniel Turp, là, dans lequel on se demande des amendements. On voit bien que c'est fini. Donc, la Constitution, d'une certaine façon, serait... Mais Christian Saint-Germain, je vous entends, là. Êtes-vous pour l'annexion du Québec comme 51e État? Pensez-vous que être un 51e État pour le Québec, faire partie des États-Unis serait plus émancipatoire que la situation actuelle? Je ne sais pas, mais il y a de l'ordre de la satisfaction. Les référendums perdants dans lesquels Chuck Guité puis le vieux Jean Chrétien apparaît là, comme le baron vendredi ou samedi, je ne sais plus trop, là. Ces épouvantails à moineaux-là, puis ces causes perdantes, et on doit la méthode Ogino des calendriers référendaires, il faut que ça se termine. Et que s'il y avait le Québec dans sa géopolitique doit passer par les États-Unis, il ne peut pas se soustraire à la gravité universelle, là. Il y a une loi physique implacable qui s'appelle notre proximité avec les États-Unis. On a été le mauvais étudiant au plan économique depuis 50 ans parce que les États-Unis nous laissaient copier sur leurs devoirs. Je dis ça à mes étudiants pour les faire rire. Je dis c'est comme si le bon étudiant de la classe était changé de place, puis on avait passé notre secondaire en copiant sur la copie du bon étudiant. Donc on a profité de la dévaluation du dollar. On n'a pas rénové notre industrie, on n'a pas acheté des nouvelles machineries parce que c'était tellement facile de... Et là, on s'est syndicalisé comme dans Amazon, puis comme dans des... On s'est lancé dans des projets totalement funambulesques comme Nordvolt. On se retrouve absolument devant une incompétence puis une fragilité économique. Et Donald Trump est un rappel à la réalité brutale. Je ne sais pas comment, mais une des solutions, c'est de se joindre aux États-Unis. Ceux qui sont restés au Canada, c'est les loyalistes. Le Canada n'est pas particulièrement sympathique. C'est un dominion britannique, dangereux, colonial. Mais lui aussi vulnérable aujourd'hui, là. Oui, il est vulnérable, mais en fait, il joue la vieille partie. En fait, il est devenu péquiste, il cherche la souveraineté. M. Carney, l'homme, M. Burns, là, comme je l'appelle, des Simpsons, là, lui, dans le fond, je pense qu'il utilisait même la formule de l'évêque maître chez nous. Là. C'est d'une... Lui aussi, il copie sur notre examen. Oui, exactement. C'est tous des copieurs. Puis là, ils ont changé le bon étudiant de place. Puis là, on est pris avec... on est pris, puis on va couler notre année. Là. C'est parce que le bon étudiant a été déplacé dans la classe. Alors, il a pris même la copie avant qu'elle se rende sur le bureau, puis il a changé le nom. mais c'est pour ça que je suis pas certain que ce soit l'idée du siècle, mais je pense que ça nous éviterait d'être pris dans une plus grosse transaction, d'être mêlé à l'Alberta, à la Colombie-Britannique. Non. Puis en plus, ça serait notre vengeance. C'est-à-dire, on a été conquis. Une vengeance, c'est que nous, on est en mesure de faire éclater le Canada en disant... Monsieur Trump, on veut sortir du Canada, on veut se joindre aux États-Unis, et je pense pas que les dettes contractées par l'horrible décennie Trudeau, ils pourraient non plus nous... Parce que rappelez-vous que dans les discussions référendaires, on disait le Québec, comment il va rembourser une partie de la dette au Canada, nanani. Non. Si t'es un État américain protégé par Donald Trump, je pense pas que les créanciers canadiens ce qui va rester du Canada va venir cogner à la porte. Là. Donc, un plan pour vous, là, ça pourrait être... Bon, François Legault, disons ça comme ça, s'il y avait, disons, vos idées, l'énergie et la solidité et la colonne vertébrale, pour vous, il devrait, de ce pas, aller au bureau ovale, parler avec Donald Trump pendant 5-6 heures, négocier
l'annexion du Québec, directement dire... Directement. On ouvre nos frontières, venez chez nous, vous pouvez développer nos ressources naturelles, on va enlever puis on va garder nos barrières que le fédéralisme américain permet aux États. Moi, je vais devenir le gouverneur et finalement... Il y aurait plus de pouvoir qu'il y en a actuellement, il y aurait plus de développement, il y aurait de l'argent qui rentrerait, il y aurait peut-être un peu d'air qui rentrerait comme un cœur qui a une artère bloquée. Comment vous voyez ça? Là? Faisons de la politique fiction un petit peu, parce qu'ils font affaire si jamais on veut considérer toutes les possibilités. La première chose qu'il faut éviter... Parce qu'il est sérieux, selon vous, le Trump, de vouloir l'annexion du Canada. Je ne sais pas. Ça, je ne suis pas certain. C'est-à-dire que si on lui disait oui, il dirait oui. Est-ce que c'est simplement un outil de négociation? Je ne sais pas si la microchirurgie qui implique la fusion puis le démantèlement d'un État, je ne pense pas que Trump va dans le menu détail. Mais je crois que, d'abord, la première chose qu'il faut arrêter de faire, c'est des phrases comme on va y faire mal ou ça en fait c'est de l'ordre de la folie chimique. Oui, mais c'est de l'ordre de la folie chimiquement pure parce qu'aux États-Unis ils traduisent puis ils ont même la traduction simultanée, l'intelligence artificielle, c'est fait. Quelqu'un qui est menaçant avec Donald Trump et se comporte en idiot, c'est-à-dire on l'a vu avec Doug Ford. Oui, c'est ça. Mais l'idée de on va y faire mal, puis c'est lui qui arrive après la pandémie, puis on a eu la pandémie, puis ensuite on a Trump, puis enfin, ces manières de matamor là, les gouvernements sont bien beaux pour exciter les pauvres qui vont être de plus en plus pauvres dans un Québec ultra taxé. Ils sont bien bons pour exciter puis les affaires C'est de l'ordre du Chihuahua qui jappe devant le lion, là. Oui, c'est exactement. C'est de l'ordre des gens qui vont huer l'hymne national puis des niaiseries. On est vraiment dans ce qu'il y a de plus bas dans la démagogie politique. Non, tu es avec quelqu'un qui veut réformer son économie, les États-Unis, puis qui va prendre des moyens pour, à tort ou à raison, c'est un passage qu'on retrouve, soyons un peu érudits, je pense qu'on retrouve ça dans Hérodote. C'est les Athéniens puis les Méliens. Là. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'affaires personnelles, il n'y a pas d'égal à égal. C'est un géant qui est à côté de nous. On bénéficie du bienveillant, historiquement bienveillant, oui, mais qui change d'attitude. Oui, qui change légèrement de manière importante d'attitude pour des raisons qui lui sont propres, parce que dans le fond, lui-même est en faillite, d'une certaine manière, son service de la dette est important. Il n'y a plus les moyens de donner des échantillons gratuits à tout le monde. Puis les gens, en fait, c'est assez simple. Si on ne veut pas entrer dans la subtilité, les gens qui vont au Costco devraient comprendre. Pour aller au Costco, ça prend une carte de membre. Alors, Trump dit, tout simplement, si vous voulez entrer sur 340 millions, si vous voulez faire affaire avec une classe moyenne ultra riche... La plus grande économie du monde. Comme la mienne, la plus grande économie du monde, là, si vous voulez si vous voulez entrer au Costco, être membre, vous allez payer c'est fini, on va exiger une carte de membre à l'entrée. Et donc, c'est de cet ordre-là. C'est pas si... en fait, c'est pas si... Ce qui était anormal, c'était avant. C'est ce qui est dans l'ordre des choses, c'est maintenant. Et évidemment, nous, on ne comprend pas ça parce qu'on est bombardé par nos médias. Nos médias passent partout. Alors donc, on règle les affaires sous le mode intersubjectif. Non, c'est un État qui est en concurrence géopolitique avec la Chine, puis qui n'a plus les moyens, puis qui voudrait se donner un arrière-pays qui serait le territoire du Canada, puis qui ne veut plus payer pour défendre le territoire. On n'a pas les moyens. Puis, en fait, sous la période Trudeau, en plus, on se prétendait à un État post-national. En un claquement de doigts, on s'est mis à avoir des frontières parce que Donald Trump nous a dit d'avoir des frontières. Mais on fait pas le poids. Il faut donc s'accommoder du fait qu'on ne fait pas le poids et qu'il faut faire contre, entre guillemets, mauvaise fortune, bon cœur. Pour le Québec, il faut que le Québec ait une politique annexionniste avec les États-Unis. Il faut qu'il essaye de s'imaginer à l'intérieur des États-Unis avec tout ce que ça implique. Et on n'est pas si différent des Américains. C'est pas notre commerce extérieur avec la France. C'est pas le Colbert qui va venir de naviguer dans le golfe du Saint-Laurent. L'armée française est absolument démantelée d'une certaine manière. Elle est utile éventuellement pour réprimer des révoltes dans les banlieues, mais sans plus.
eux aussi ont le syndrome du matamor, du petit homme violent, là, Macron, et on se dit, mon Dieu, cette espèce de superbe, cette espèce de grandiloquence des Français par rapport à la Russie, par rapport aux États-Unis, c'est incroyable. Mais peut-être qu'ils sont au courant. Ce qui est drôle, c'est un peu la séquence, au sens où il y a cet épisode où le Trump dit à Volodymyr Zelensky, il n'y aura plus d'aide militaire, et même il y a un épisode de dialogue fort au bureau ovale. Le lendemain, il y a un nouveau sommet en Europe où tout le monde se dit oui, nous allons aider, prendre la place. Donc eux, cette rencontre-là, finalement, ce qu'ils disent, c'est nous allons faire ce que Trump nous a dit de faire, c'est-à-dire réinvestir dans l'armée pour l'OTAN. On sait que ça se peut pas. Puis, mais en plus, d'une certaine façon, en étant de plus en plus hargneux, de plus en plus guerrier, peut-être que c'est une façon de dire la guerre est déjà finie, mais nous voulons nous accorder le crédit de la fin de la guerre, donc on va augmenter le langage simplement pour dire que nous étions présents au moment où est-ce que... Ouais, mais s'accorder une part du crédit de la fin de la guerre qui reviendrait finalement à Trump et à ses politiques. Mais entre toi et moi, Francis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus drôle que d'avoir vu Justin Trudeau promettre un appui militaire à l'Ukraine, ou la France, avec ses 200 chars Leclerc qui sont probablement pas fonctionnels? On a besoin de l'armée en France pour éviter les révoltes dans les banlieues. On peut pas occuper le front russe qui demande le front avec l'Ukraine, puis c'est absolument impensable. Donc, c'est des rodomontades, c'est des espèces de provocations verbales. Mais c'est surtout dit devant pas des gens sérieux au sens des vrais négociateurs ou c'est pas Lavrov qui regarde ça puis qui se sent il sait que ça s'adresse pas à lui lorsqu'on dit des choses comme ça s'adresse à l'électorat de ces gens-là qui en Europe essaient de faire du capital politique sur cette question. Donc est-ce que finalement arriverons-nous à la fin de la guerre disons dans les prochains ce qui serait une grande victoire pour Trump et une façon pour lui de s'occuper de d'autres dossiers, dont celle de... Mais d'après moi, c'est pas mal réglé. Mais l'aspect le plus obscur, la plus terrible de la chose, c'est que dans le fond, les fins de guerre sont encore plus meurtrières que la guerre elle-même. C'est-à-dire la manière dont, par exemple, les Ukrainiens se retirent puis se rendent, là, c'est exécrable. Moi, je vois pas Zelensky comme un héros, je le vois comme un criminel, au sens où, sachant très bien qu'il n'y avait aucune manière de gagner, sachant dès le début que la Russie n'allait jamais céder. Elle l'avait dit depuis 7 ans, depuis les accords de Minsk qui n'étaient pas respectés, qu'elle n'allait jamais s'embarquer, elle n'allait jamais laisser construire le moindre... L'OTAN n'allait jamais aller sur le territoire. À partir du moment où on est averti depuis des années, qu'on connaît que le rapport de force est totalement asymétrique, mais qu'on engage sa jeunesse là-dedans, on est un criminel. C'est-à-dire, on n'est pas le bon timonier qui amène à bon port le bateau. On sait que ça va... L'OTAN, il n'est pas question que... pas plus qu'il n'a été question que Cuba installe des missiles en face de la Floride. Il n'était pas question que l'Ukraine installe des bases de l'OTAN. Et donc là... Donc pour vous, pour avoir une guerre juste, il faut avoir une possibilité de gagner, finalement. Bien, absolument. Puis il faut que ça soit vital. C'est-à-dire qu'on peut régler. Il y a moyen de régler. On ne peut pas ne pas régler. Et les Russes ne pouvaient pas... Il n'y a pas de dernier carré pour vous? Jean Sévilla parle souvent de ça, l'honneur, les 300, les Spartiates, tout ça, non? Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas un honneur à aller gagner, à se battre. Il y a aussi Masada, là, dans l'histoire sainte. Mais il faut y aller soi-même mourir, d'une certaine façon. Il ne faut pas envoyer les autres mourir à sa place. Il faut être certain que son fils soit dans l'armée avant qu'on déclare la guerre. Là. Il faut s'assurer qu'on ne devrait pas laisser voter les gens sur des déclarations de guerre s'ils n'ont pas de fils dans l'armée. Ça devrait être la condition... ça devrait être une des conditions. Mais à sa défense, peut-être a-t-il cru pour vrai les discours de von der Leyen et compagnie? Eux sont peut-être encore plus coupables que lui, non? De lui avoir fait croire que... Ça me semble être un personnage extrêmement trouble dont on va découvrir 10 000 horreurs. Là. C'est-à-dire que le personnage est... Mais outre le côté personnel, difficile de lire les reins et les cœurs. non, mais
Mais en fait, ce serait encore plus dangereux s'il était sincère. S'il était sincère, là, ce serait... en fait, c'est encore plus dangereux parce que il va étirer le conflit, puis il va y avoir encore plus de morts. Les Russes... Puis en fait, rappelez-vous que dans les médias européens puis nord-américains, on pensait on espérait que Poutine soit malade, qu'il meure, alors que ceux qui entourent Poutine, semble-t-il, sont encore plus radicaux. Les généraux qui entourent Poutine auraient été de manière encore plus violente. Ils auraient déjà envoyé la bombe. Oui, exactement. Et donc, c'est pas... on est dans un espace de désinformation, de répétition des mêmes sornettes. On est dans la lutte professionnelle. C'est-à-dire, les médias travaillent comme des promoteurs de lutte professionnelle, avec la même exagération, toujours dans la même direction, aucune analyse, aucune distance. Qu'on trouve au Québec, par exemple, personne qui peut venir parler dans les médias en faveur de Donald Trump ou dans les médias traditionnels, qu'on ne retrouve personne qui vienne analyser d'une manière objective. Peut-être ça pourrait être un projet de retraite pour non, vous. mais je pense pas que je vais me chicaner avec les mordus en politique ou avec les je veux pas je l'ajoute ou les mordus. Non, c'est pas vrai. J'ai quand même une pension normale, j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Mais pour sauver l'honneur du Québec, c'est-à-dire que il y a souvent ce qu'on voit dans les commentateurs de la politique américaine, c'est qu'on est avec un certain paternalisme ou un certain maternalisme, pourrions-nous dire, on dit la meilleure façon de négocier, ou on peut penser à Jean Charest, par exemple, la meilleure façon de négocier avec les Américains, c'est de leur montrer tous les effets négatifs sur leur propre économie, comme s'il n'y avait pas déjà tout calculé, comme si tout c'est ça. Moi, ça me fait penser, c'est la pire façon d'aller négocier. Zelensky, ça a essayé. Il a dit, par exemple, à Donald Trump, d'abord c'est nous, ensuite vous avez un océan, mais vous verrez. Quelle a été la réponse de Donald Trump? Don't tell us how we're gonna feel. Ne nous dites pas comment nous allons nous sentir. Pensez pas à notre place. Pensez pour vous. Pensez pas à notre place. D'une certaine façon, tous les commentateurs et même les non-négociateurs, ce qu'ils font, c'est exactement ce que Zelensky a fait devant Trump et c'est, je pense, la pire façon de négocier avec lui. Arrêtons de s'occuper de ses propres problèmes et occupons-nous des nôtres et montrons quel est l'avantage de dialoguer avec nous. Et c'est la meilleure façon de négocier. Ils n'ont pas l'air d'avoir saisi ça. Mais arrêtons de penser que Trump est un homme orchestre. Oui, c'est un homme. Oui, c'est le chef d'orchestre. Oui, il prend beaucoup de place. Mais il est entouré d'intellectuels, probablement. Les gens qu'on ne voit pas dans l'ombre, dans l'appareil d'État américain. C'est-à-dire la manière dont l'appareil d'État américain s'est saisi lors du deuxième mandat de la tâche qu'il allait accomplir est extraordinaire, est extraordinairement rapide. Là, nos médias disent, mais les tribunaux vont contester. Oui, mais dans la rédaction des décrets, ils ont prévu de provoquer, d'aller tester la validité juridique. Pensez pas qu'il n'est pas entouré d'avocats brillants et qu'il n'a pas été capable de recruter des juristes américains de grande stature. Là, c'est pas... de toute façon, un contrat, c'est fait pour être détruit. Comme disait le fondateur de Founder dans le film McDonald's. Le contrat, c'est fait pour être détruit. Non, mais c'est-à-dire que la naïveté, c'est de penser... Une entente temporaire. C'est de penser que c'est de penser qu'il n'est pas entouré, d'esprits vifs. Il est entouré d'esprits vifs et redoutables. Et il sait exactement ce qu'il doit faire. Il sait qu'il est dans... Le temps qui lui est imparti est bref. Est-ce que c'est pas pour prendre la cause de Jean Charest, c'est-à-dire la défense des intérêts des États-Unis, oui. Non, canadiens, oui, mais pour son intention, c'est de défendre les intérêts des Canadiens. Selon sa perspective, la meilleure stratégie, ça serait de gagner du temps, finalement. Parce qu'on peut imaginer que le Trumpisme va finir avec le deuxième mandat. Non, parce que dans le fond, on imagine que s'il a été capable de prendre le pouvoir contre l'establishment, rappelez-vous que l'homme surgit du fin fond du gouffre politique américain, c'est-à-dire le FBI qui va chez lui, oui, pas juste procès. Ça. Imaginez, la scène la plus importante pour moi dans son accession au pouvoir, c'est que dans le fond, l'assassinat. Pas nécessairement. L'homme pense à la politique. Il assiste à une réunion de la presse internationale
Obama fait une mauvaise blague sur lui en le ridiculisant dans son premier mandat. Et à partir de ce moment-là, il décide... Enfin, il y a quelque chose d'homérique au sens du monde grec. Là. Le héros en colère décide de se lancer en politique. Et là, il se lance en politique. Et là, il bat 17 ou 16 représentants républicains qui sont des hommes ultra rusés, absolument installés dans le monde politique, qui connaissent tout le tirage de ficelle, puis les mauvais coups, les sales coups tordus de la politique américaine. Ils sont là depuis longtemps. Le frère de George Bush est là. Il a fait Marco Rubio, il va l'affronter. C'est-à-dire qu'il va battre 17 prétendants, un peu comme Ulysse dans Homer. Il va battre donc les prétendants. Il va prendre le pouvoir la première fois. Il va revenir au pouvoir, échapper à une tentative d'assassinat, parce qu'en fait, vous comprenez que le grand mystère pour un observateur, c'est comment Trump réussit à rester en vie. Quelle est sa garde rapprochée qui lui permet d'éviter à la fois les tueurs iraniens et probablement les Ukrainiens en colère de son désistement. Hein? Les vieux soldats, des vieux agents ukrainiens qui sont... c'est-à-dire que sa vie, son réseau de protection, pour moi, est de l'ordre du prodige. Là. Du miracle. Comment tu peux rester en vie? On peut citer, par exemple, Ben Shapiro, qui est un commentateur américain très connu. Sa première réaction, au moment même de l'élection, ça a été « Vous ne pouvez pas combattre Dieu. » Donc, c'est un peu l'analyse de tout le monde. C'est-à-dire, il y a quelque chose de mystérieux dans le personnage et qui le pousse. C'est-à-dire qu'il ne semble pas un signe de ce qu'il... C'est-à-dire que lorsqu'on pense à Dieu, on pense au mystère, aux forces homériques, comme vous les mentionnez. On n'a pas l'habitude, justement, de les voir comme s'incarnant dans un Américain un peu, de la culture américaine moyenne, disons ça comme ça. Et là, ça s'exprime de cette façon-là. Et là, peut-être qu'on est un peu pris au dépourvu. C'est-à-dire, on s'attendait à un héros qui parle un anglais shakespearien pour pouvoir incarner cette figure messianique. Mais finalement, c'est un gars bien normal... qui mange du McDo et qui... mais quand même, il est... Oui, mais il mange du McDo, mais... Il n'y a pas quelque chose d'un peu... Il mange du McDo, mais il travaille avec son père à New York, puis il est dans l'immobilier à New York, là. C'est-à-dire que le monsieur a pris beaucoup de stress dans des faillites, dans des opérations extrêmement complexes. C'est un homme de fer, un homme d'acier. Oui, c'est une brute extraordinaire. Il y a quelque chose qui mérite... Oui, absolument, qui mérite l'admiration. Qui mérite l'admiration, qu'on le veuille ou non, là, on peut détester le style, mais en plus, remarque Francis, le monsieur est dans la pédagogie constante, c'est-à-dire c'est un idéologue de l'économie qui est dans la pédagogie parce qu'il explique exactement à chaque fois aux Américains pourquoi je fais ça, puis pourquoi je m'en vais là, puis il signe des décrets. Des heures dans le bureau ovale avec des journalistes. Oui, il signe des décrets d'une main. C'est le plus transparent des présidents. Oui, il signe des décrets d'une main, puis il répond à des questions de journalistes en même temps. Ce qui, tu sais, c'est inouï. C'est inouï comme... et puis les journalistes, puis les médias... il faut bien l'admettre, corrompus, qu'ils l'interrogent, qu'ils l'ont longtemps interrogé, ils font semblant qu'ils ne s'aperçoivent pas du contraste avec Biden. Ils parlent jamais de leur rapport avec Biden, puis de leur rapport désormais avec... De leur non-rapport avec le cerveau. Ils font jamais référence à ça. Ils font très attention parce que le contraste est fulgurant, puis il remet en cause même... j'allais dire... Il prouve l'existence de l'État profond qui gouvernait sous Biden, puis là, l'effort pour redresser le bateau engagé par le duo Musk-Trump. Oui, le Doge, certains parlent d'un Doge québécois, mais ça, c'est un peu du fantasme, c'est impossible. Je pense pas. Nous, on est dans les commissions d'enquête, puis on est avec les petits juges de la Cour qui sont nommés là, puis on est avec... on est dans les... Mais qu'est-ce que ça nous dit du Québec, là, revenons peut-être aux commentateurs qui disent ce que le peuple veut entendre, parce que c'est un peu ça leur rôle, plus que celui de l'analyse objective. Qu'est-ce que ça nous dit de nous, un peu, la réaction face à toutes ces questions d'annexion et tout, là?
Ben, ça nous dit que... Moi, je suis pas du tout déprimé par je pense que les Québécois vont finir par aimer Trump, Donald Trump. Ils vont finir par l'admirer. Peut-être qu'ils le font déjà en cachette. Oui, ils le font en cachette. Oui, exactement. C'est très difficile. Dans les milieux tricotés serrés là, de travail, tu vas pas te pomper avec une casquette rouge en disant non, tu fais pas ça. Là. Non, mais ça dit aussi la pauvreté intellectuelle du milieu. C'est-à-dire, nos intellectuels, là, c'est pas Gérald Bouchard ou Monsieur Rocher. C'est-à-dire que, remarque, quand on demande une analyse intellectuelle, moi, j'écoute Anne-Marie Dussault, puis je vois apparaître le frère de Lucien, puis je vois apparaître... longtemps M. Rocher, puis il n'y a pas de... Puis aussi, ceux qui nous donnent des leçons, là, qui viennent des différentes chaires universitaires, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Raphaël Jacob s'est amélioré un peu. Il peut plus, je pense qu'il s'est recentré. Oui, mais je ne veux pas me lancer là-dedans parce qu'ils font partie de ma congrégation, donc de ma congrégation universitaire. Mais non, mais c'est-à-dire qu'on a toujours le même point de vue, les mêmes figures, les mêmes admonestations morales. Oui, c'est ça. Pourquoi la question de la morale, ça revient souvent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'analyse brute, plate, sans aucun apport normatif. On est toujours dans c'est pas bien, c'est pas... Pourquoi est-ce qu'on est toujours porté vers ce moralisme-là? Là? Il y a quelque chose de l'impuissance là-dedans. C'est-à-dire que quand il ne nous reste plus rien quand il nous reste plus rien, plus aucun pouvoir sur le réel, il ne nous reste plus pour trouver une dignité qu'un sentiment de supériorité morale. Exactement. Les Québécois aiment beaucoup signaler leur supériorité morale à l'ensemble de la planète, mais en fait, ce que ça nous dit sur le Québec, c'est que... C'est l'impuissance. C'est un peu d'impuissance. Oui, mais il y a quelque chose d'encore plus terrible, parce que pour le Québec, les grandes questions éthiques, parce que c'est un aspect qui m'a intéressé pendant toute ma carrière. Tu n'as pas de société normale qui s'emballe ou sur l'euthanasie ou qui est enthousiaste pour parler de l'avortement. Là. Nous, on est ce genre de société qui aimons la mort, qui sommes fascinés par la mort, qui sommes omnubilés par la mort. Mais pensez-vous vraiment que c'est la mort? Parce on l'évite souvent, la mort. C'est-à-dire que quand elle se présente pour vrai, par exemple au salon funéraire, on fait tout pour ne pas en parler, on fait tout pour l'éviter. Est-ce que c'est pas plutôt disons, la posture morale au sens où on considère ces questions que vous avez mentionnées, l'avortement, l'euthanasie, tout ça, on les considère dans leur cadre idéologique, c'est-à-dire le progressisme et le fait que ces enjeux-là soient à l'intérieur du cadre progressiste, tout de suite, on décide d'y obéir. Exactement. Comme on faisait à l'Église. C'est-à-dire, est-ce que c'est catholique, ça? Oui, c'est catholique. Donc, oui, et je le veux plus que tout au monde, plus que l'univers entier l'a jamais voulu. C'est ça. Nous c'est hors de l'État, point de salut. Hors de l'État québécois, point de salut. Ça remplace hors de l'Église, là. C'est-à-dire, nous... Mais la structure idéologique de l'État, qui est le progressisme. Oui, exactement. Oui. Nous, on est sortis de la Grande Noirceur. On est des avant-gardes. On est des pionniers dans l'euthanasie, là. On est des maires... On est devant des lois qui vont s'élargir. Mais cette psyché, disons, cléricale d'un clergé qui dit quoi faire et les autres qui obéissent d'une manière bête et qui se gargarisent de leur propre moralité, c'est pareil. Ça n'a pas beaucoup changé. mais il n'y a pas eu de révolution à ce moment-là. Mais ce qui est fascinant, c'est le laboratoire d'une société qui est fasciné par dans laquelle on a une immense... pour laquelle on a des consensus... rappelez-vous que sur les questions de l'euthanasie, c'est un consensus morbide, en effet. C'est-à-dire une société dans laquelle on n'est même pas allé en appel du jugement sur l'euthanasie, sur les questions relatives à l'euthanasie. Dans l'affaire Truchon-Gladieux, on n'est pas allé en appel là-dessus, c'est resté à la Cour supérieure. On est fasciné. Il n'y a personne qui remet ça en cause. Puis il n'y a personne non plus chez le législateur qui s'est dit, des lois comme ça, qu'est-ce qui se passe quand on est en pénurie de main-d'œuvre ou quand on est dans une crise économique? Comment des pareilles lois sont interprétées sur le terrain? C'est affolant quand on y pense, vivre dans une société comme ça. C'est-à-dire, imaginez que votre vieille mère arrive à l'urgence avec une pneumonie. Tout de suite, l'urgentologue, évidemment, s'il y en a un, puis si l'urgence n'est pas fermée
en région, l'urgentologue va lui demander, est-ce que vous voulez des soins de confort pour votre mère ou est-ce que vous voulez qu'on la réanime ou qu'il se passe? On est tout de suite là-dedans. Et non seulement on est devant, en fait, ces questions-là se posent à l'urgence devant la personne qui n'a même pas perdu conscience. Là. C'est-à-dire que votre mère vous entend, votre mère vieillissante vous entend négocier la poursuite de sa vie ou ce que vous comptez. Enfin, voyez ce genre de... C'est-à-dire que on a habitué les Québécois à une sorte d'insensibilité éthique très, très profonde. Une société qui discute de la mort de mon oncle là, à table en disant « il serait bien mieux mort » ou qui discute ouvertement du désir, du souhait de la mort d'autrui. C'est une société épeurante. Là. C'est une société épeurante parce qu'on sait que elle n'avait pas les moyens d'être humaniste, ça c'est vrai. Elle n'avait pas les moyens financiers de fournir les soins. Mais que là, non seulement... Elle s'entête dans son illusion. Oui, c'est ça, elle s'entraîne dans son illusion. Puis elle est prête de payer le prix des vies des gens pour garder cette illusion. Pour garder l'idéologie de la gratuité, de l'accessibilité, c'est-à-dire on contemple l'idée... Quelque chose de religieux, de dogmatique là-dedans. Là. Bien, c'est ça, d'une certaine façon, c'est ça l'idéologie, c'est-à-dire qu'on contemple l'idée pure de l'univers, de la gratuité, de l'accessibilité, et donc on est prêt à gommer le réel. Le réel, il n'est pas beau. Là. C'est pas, il y a quelque chose de... Qu'est-ce que vous pensez de la thèse du transfert? C'est-à-dire que puisque le dogme, ou disons le désir de dogme ne peut plus se déployer dans des réalités spirituelles, c'est-à-dire, par exemple, l'Immaculée Conception, eh bien, ce désir de dogme se déplace et se transfère dans des choses plus historiques et finalement, ça finit par... On finit avec des dogmes comme l'égalité des chances, etc., etc. Bien, c'est-à-dire que ce pas des dogmes. Je pense pas que ce soit des dogmes, mais c'est-à-dire que c'est des idées progressistes. On peut pas les remettre en question. Ils sont vrais en elles-mêmes de tout temps, pour toujours, oui, et mais, absolument possible de sortir de ce cadre-là. Elles cachent la plupart du temps de sinistres intérêts, c'est-à-dire les sinistres intérêts de groupes organisés. Où sont allés se cacher derrière ces dogmes-là. Oui, peut-être exactement. Qui précède, la Révolution tranquille, c'est faite pour qui? C'est pas faite pour... Il y a 50% encore d'analphabètes fonctionnels, où on parle plus d'analphabétisme au Québec, là, c'est un mot trop compliqué, on parle de problème de littératie. Un anglicisme. On a une partie de Montréal qui est alors qu'on a eu 50 ans d'école gratuite, comment ça se fait qu'on a encore ce problème-là? Idem pour la santé, c'est-à-dire... on est en face d'un groupe organisé supérieurement intelligent qui s'appelle les médecins et qui n'ont pas à chercher une clientèle, ils n'ont pas à se forcer pour collecter leurs honoraires. Et donc, on a placé un groupe de personnes qui étaient particulièrement, performants dans nos systèmes et qui, depuis 50 ans, sont au cœur là, de notre vie, parce que nous autres, en fait, notre grande identité, c'est que la médecine est gratuite, puis on est prêt à attendre 16 heures, puis on est prêt à souffrir, puis on est prêt à se faire répéter sans cesse que il y a des patients qui ne devraient pas être à l'urgence, comme si des gens se rendaient à l'urgence pour... on est prêt à culpabiliser l'usager. On est même prêt à ça, c'est-à-dire tellement qu'on est fasciné par l'idée généreuse et générale Mais de la manière que vous décrivez le peuple québécois en ce moment, ça m'apparaît absolument impossible que par lui-même, il décide finalement d'aller négocier... d'égal à égal avec Trump pour notre annexion. C'est une longue shot. Ça va être plutôt imposé par l'extérieur, si jamais ça arrive. Mais c'est ça qui est triste. Mais en fait, ma naïveté... On va subir notre destin encore une fois. C'est ça. Ma naïveté, c'est la vengeance. C'est d'espérer la vengeance. On va substituer une conquête par une autre, finalement. Mais non, par un conquérant qui va nous laisser plus libres, peut-être? Non, parce qu'au moins, on déciderait de quelle chose dans laquelle on va être dévoré. C'est-à-dire que, oui, on va être dévoré dans la mesure où on ne se reproduit pas, on ne peut pas être autrement traité qu'être dévoré par quelqu'un. C'est-à-dire, si votre sport national, c'est l'euthanasie, puis si c'est l'avortement, puis que vous n'avez pas un taux de natalité suffisant, puis que vous avez une immigration que vous ne contrôlez pas,
Qu'est-ce que ça vous prend de plus? Le choléra, la peste? Qu'est-ce que pour survivre? Donc, le seul petit levier qu'on pourrait avoir entre les mains, c'est ça, c'est de faire un mouvement qui nous donnerait un moment de souveraineté, j'allais dire, temporaire, mais qui ce serait aussi de se lier à une société extrêmement dynamique quand même, qui est les États-Unis, puis dans laquelle il y a un idéal de réussite. Il y aurait un aspect exotique de ce nouvel État. Puis j'imagine Hollywood crée des histoires et tout ça. Le français serait pas une langue officielle parce qu'ils viennent nommer la langue officielle étant l'anglais là, pour se débarrasser de l'espagnol, qui se sent menacé lui aussi. De façon que ça bouge, là, c'est dynamique. Au moins, on se joindrait, on serait pas comme nos oncles à Woonsocket là, qui ont dû, pendant la grande saignée, se déplacer. On aurait pris sur nous de décider historiquement de notre destin, parce qu'évidemment, même un référendum gagnant avec un Canada endetté, avec toutes les tribulations qui en viendraient. On n'a pas l'élite politique et intellectuelle aussi pour faire face. On sait bien que c'est du niaisage, là. On sait bien que c'est une chanson à répondre. On a négligé le discours nationaliste, là, je lis mes amis dans les journaux de PKP. Là, les gens font une chanson, les nationalistes font des chansons à répondre. Il n'y a pas d'issue là-dedans. Mais est-ce qu'on a le matériel politique pour organiser une transition vers les États-Unis? Il nous ferait une offre déjà là, et lui-même, on aurait un document de travail. Oui, exactement. Puis en plus, les Québécois, s'il y a une chose que les Québécois comprennent assez vite, ceux qui vont aux États-Unis prendre des vacances, ils comprennent que le taux de change, le dollar à 69 sous, c'est comme le mur de Berlin, là. C'est-à-dire que c'est un mur de Berlin invisible qui nous sépare du reste de l'Amérique. Là. C'est une prison. C'est une prison qu'on ne voit pas. C'est mieux que le peso. Je parle même pas de la double taxation, la folie de la double taxation. Là. Les Québécois, ils vont faire... Puis ce que Trump fait, ce qui est encore plus redoutable pour nous, c'est de baisser les impôts des compagnies. Ça, c'est évidemment... non seulement il dit je vais les tarifs pour ce qui n'est pas fait chez nous, mais imagine l'idée de suggérer à sa population de baisser les impôts, alors que quand on va se comparer avec l'Américain moyen... Puis quand on considère la productivité, on a vu aussi le non, mais quand on considère la médiocrité des services que l'on reçoit en étant ultra imposés, on va... Mais on n'a pas de comparable. Le Québécois moyen n'a pas de comparatif. On a un comparable. Sur des chiffres, mais je veux dire, de comparatif dans notre expérience, le Québécois moyen n'a jamais utilisé des hôpitaux ou des instruments ou de l'éducation, n'a jamais goûté à l'éducation étrangère et tout ça. Non, ça, c'est un point comparatif. C'est vrai, parce que nous, au Québec, on dit j'ai attendu 16 heures, mais quand on me prend en charge, mais j'étais très bien traité. Une fois que je suis dans le système, ça va bien. Oui, mais sauf que le seul système que tu connais... combien de l'heure? 16 heures à 16 heures? Oui, le seul système... Au salaire minimum, c'est correct, attendre 16 heures, mais quand tu commences à être un peu oui, mais le seul système que tu connais, tu n'as pas été à la clinique Mayo, là. Tu es allé si tu te retrouves à Saint-Eustache, là, tu vois, c'est pas la clinique Mayo, là. C'est pas Cleveland, c'est pas... non, c'est autre chose. Donc, mais les Québécois vont quand même comprendre, vont finir par comprendre à travers cela l'intérêt supérieur de faire un mouvement en faveur des États-Unis. Là, notre devise, écoute Francis, notre devise est tristounette. Là. Je me souviens, c'est ennuyant, maudit. Tandis que live free or die, ça, c'est un peu plus stimulant. Là. Le New Hampshire, là, c'est quand même... c'est pas si loin en plus. Puis on les connaît, les Américains. On a traversé 1 million de Québécois. On a des ancêtres communs à plusieurs endroits. On a des diasporas aux États-Unis aussi. Absolument. On a une diaspora canadienne-française, qui parle plus français, là, mais moi, je pense qu'il y a une possibilité. Mais quel politicien, quel groupe politique a l'audace, la hardiesse pour dire on va constituer un groupe d'avocats commercialistes, puis on va aller négocier avec la Maison-Blanche pour organiser notre intégration aux États-Unis. Parce que si Trump était sérieux, il pourrait venir, c'est-à-dire que
s'il était vraiment sérieux, il voulait le Québec, il voulait ses ressources, il voulait oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de chats à fouetter, là. Je pense que ça, c'est... Parce qu'il pourrait aider un candidat à se faire élire, à le financer, puis à rentrer, puis éventuellement y arriver. Mais Francis remarque qu'il est tellement puissant qu'une seule parole réussit à faire du temps partagé en région, là. C'est-à-dire qu'il y a même pas... certains tarifs n'ont même pas été mis en application. Il y a juste à parler pour que notre économie branlante tombe à terre, là. Déjà, les contrats sont pas aux États-Unis, les ventes sont pas sont annulées. Enfin, tu vois le genre, là. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de mettre de la pression comme réel. Un État impérial. Le pouvoir symbolique suffit à nous faire trembler. Exactement. Une parole et on commence à trembler, puis les effets sont immédiats, là. Quand les États-Unis, parce que c'est un État impérialiste, là, il n'y a pas de cachette là-dessus, quand il a mis par terre le Chili ou les autres, il y a les moyens à travers son consulat, ses ambassades. Moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi les États-Unis, à travers leur ambassade, puis à travers leur attaché politique, ils suscitent pas un parti annexionniste. C'est-à-dire qu'ils sont pas capables encore de financer des Québécois qui seraient résolument en faveur de c'est-à-dire qu'ils seraient capables d'organiser la volonté populaire. Un référendum sur l'annexion des États-Unis, je suis pas sûr que... on ne perdrait pas celui-là. Je pense que les gens voteraient... Il y a une machine qui pourrait nous aider. Oui, exactement. Et je m'étonne que... Enfin, on n'en voit pas des signes encore, là. Non, ça vous intéresse pas, vous? Christian Moi, ça m'intéresserait. Mais comme politicien, comme négociateur, comme juriste, tout ça, ça pourrait être un projet de retraite pour vous, de devenir un peu cette grande figure. Vous avez une stature qui pourrait rappeler, je sais pas, un Jacques Parizeau et tout ça. Non. Je vous projette dans l'avenir, mais non? Faut jamais dire jamais, mais non, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un projet vivifiant parce que l'issue normale à l'intérieur du Canada, c'est l'horreur, là. Il faut... c'est-à-dire que je suis pas sûr que la proposition que je fais est la meilleure, mais je sais qu'elle est la moins pire. Elle est la moins pire compte tenu de ce qui nous attend. La tendance est pas dans la bonne direction. Il n'y a absolument rien, selon vous, dans le Canada qui peut améliorer la situation. Non, puis il n'y a rien ça va s'accélérer. Il y a rien... Parce qu'il me semble que si tu te joins à l'Amérique, aux États-Unis, là, il me semble que ça change même parce qu'il y a une psychologie du colonisé, il y a une dépression du Québécois, là. L'homme québécois, là, il est déprimé. C'est-à-dire que c'est pas un homme... il n'y a pas d'armée américaine, il n'y a pas de héros véritable, il n'y a pas d'horizon. Il y a même plus de baseball à Montréal. Je sais que ça a l'air totalement trivial et frivole, ce que je viens de dire, là, mais il n'y a plus de baseball à Montréal. Il n'y a même plus il y a zéro dynamisme. Hein? C'est des villes déchues. Mourant. On a des personnages historiques, Papineau, qui se sont souvent exilés aux États-Unis et tout ça, donc il y a quand même... ils sont venus ici, juste à côté. Il y a l'ambassade américaine. Il y a déjà eu une ambassade américaine à Montréal. Plus, je vais aller comme on disait, mais comme on disait dans le temps, va donner ton nom. Je vais aller le cogner. Je vais dire, êtes-vous intéressé à un bénévole retraité? Oui, Papineau et... Oui, la Julie Papineau aussi. Là. C'est la grande histoire entre Papineau. Oui, absolument. Avez-vous des projets? Bon, vous semblez avoir un intérêt particulier pour les États-Unis. À défaut d'une annexion du Québec, est-ce que vous pourriez éventuellement avoir un projet de retraite, aller faire l'expérience du rêve américain personnellement? Je sais pas. Ça reste... Rien n'est clos pour vous. Rien n'est fermé. Non, rien n'est fermé. Puis il y a aussi les États-Unis, c'est quand même merveilleux. Moi, j'ai davantage apprécié les villes américaines, même je suis allé avec ma famille là, au Wyoming, puis dans des places... Au Mont-Rushmore. Pas au Mont-Rushmore, mais au Wyoming, à Hawaï, dans des places merveilleuses. Hawaï, ça compte pas.
parce que c'est comme pas aux États-Unis vraiment, mais ça juste Le coût de la vie du Canada, par exemple. San Francisco, avant que l'itinérance gagne San Francisco totalement, alors, c'est une ville exceptionnelle, là, c'est une ville extraordinaire, c'est le bonheur, là, c'est le vent, la lumière, la poésie La même, baie, la mer, oui, c'est ça. la voile. Oui, absolument. Donc, mais le Nouveau-Mexique, tu vas au Nouveau-Mexique, puis tu trouves une place une église qui s'appelle le Père Lamy. Il y a un père qui s'appelle, moi, ça m'a toujours fasciné, tu t'en vas au Nouveau-Mexique, puis il y a un missionnaire français qui s'appelle le Père Lamy, puis il a fondé une mission au Nouveau-Mexique. Là, ça donne... Parce qu'en fait, les États-Unis... Enfin, parce que la plupart des missions aux États-Unis, dans le sud, ce sont les Espagnols, donc les franciscains partout, oui, donc là, au moins, on en a un des nôtres qui s'est rendu jusque-là. Oui, mais il y en a beaucoup. Mississippi, le père... Cavalier de la Salle, puis mais non, mais on l'a fondé. Les États-Unis, c'est pas le père Marquette, pardon. C'est une terre de connaissances, là, c'est un pays de connaissances, les États-Unis, parce qu'on l'a fondé avec c'est français, il y a une Amérique française. Le diocèse de Québec a été se rendait jusqu'en Louisiane. Absolument, au départ. Exactement. Donc, non, il y a des raisons d'espérer. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des raisons d'espérer. Mais il faut espérer avec une certaine audace. Puis, je suis pas sûr que le matériel politique actuel, tel que je peux le comprendre ou le voir, en fait, ce que je vois... je pense pas que la victoire du PQ dans Terrebonne, là, avec la madame là, qui veut enlever les autos, je sais pas trop, là, c'est des vieilles questions. Là, lâcher le compost puis le cyclisme. Là. Pensons-nous autrement, pensons-nous plus largement, avec plus de grâce, avec plus de... pour de la jeunesse. Là. Est-ce que c'est possible collectivement, ça, selon vous? Est-ce que ça prendrait un homme capable de diriger? Ça prend un homme charismatique, ça prend un tribun charismatique. Est-ce qu'on est capable de le trouver au Québec? Je ne sais pas. On en a eu... Après, des fleurs de lotus, ça pousse des fois. Non, le lotus pousse dans la boue. Mais, dans la soie. mais il faut trouver... Non, mais je ne suis pas du tout... Pour ça, je ne suis pas désespéré parce que l'Amérique apparaît d'une manière messianique pour nous, un peu comme les Juifs attendaient dans Cyrus, le roi des Perses, voyaient une figure messianique. C'est-à-dire notre chance comme petit Israël, là, comme disait Lionel Groulx, on était un peu comme... on disait que Lionel Groulx était antisémite, mais il n'est pas antisémite. Là. Il voyait le Québec un peu, il admirait Israël. Notre chance, c'est de voir dans la montée de Trump une sorte de roi des Perses, là, dans lequel on pourrait espérer, comme on le trouve, je pense, dans Isaïe, en tout cas, peu importe. Nabucodonosor. Oui, c'est ça. À Babylone, l'exil à Babylone, ça prend des Jérémies, ça prend des prophètes, finalement. Oui. Puis, avant d'avoir le roi David, ça prend des prophètes, ça prend Nathan. Exactement, ça prend Jérémie qui se promène. Peut-être que c'est votre rôle, vous, d'être le prophète. Porter un joug dans le centre-ville de Montréal, parce que c'est ça que Jérémie faisait. Il leur avait dit qu'il était en exil, puis qu'il allait rester en exil. Là, il faut accepter. Mais on ne serait pas en exil, on resterait où on est, mais on serait dans un rapport de joie avec un pays qui a un avenir, puis dans lequel on a des libertés plus grandes, puis on a une prospérité meilleure. Parce qu'en fait, n'oublions pas que la classe moyenne aux États-Unis n'a rien à voir, je pense, avec la classe moyenne québécoise qui est pauvre à côté de la classe moyenne. Mais un prof d'université aux États-Unis, là, c'est pas un prof de l'UQAM, là. C'est pas le même salaire du tout. On joue pas dans la même ligue, là. Donc, mais pour vous, le fond de l'histoire, l'annexion des États-Unis, c'est plutôt un signe des temps au sens où c'est une opportunité qui se présente au-delà de ce qu'on essaierait de planifier. Exact. Mais ce que vous voudriez, finalement, c'est injecter une dose de dynamisme, là, finalement, dans la société. Parce qu'en ce moment, si c'était le statu quo, finalement, on est mort. Mais aussi, si c'est le statu quo, on est mort. On est raide mort. On est mort depuis 1995. En fait, on est comme Lazare. On commence à sentir. Là. Le texte, te rappelles-tu, dans le Nouveau Testament, Lazare commence à... réanimé par Jésus. Le rédacteur prend l'ami de Jésus. Oui. Le rédacteur prend le soin de dire que je pense qu'il commençait à sentir mauvais. Là. Donc, on est comme Lazare. Et donc, Jésus passe. Je compare pas Trump à Jésus, mais l'idée messianique est importante. Ça vient du champ gauche. C'est quelqu'un de totalement improbable. Puis,
historiquement, on ne peut pas... quand une fenêtre historique s'ouvre, il faut d'abord la reconnaître, s'apercevoir que c'est une fenêtre. Puis l'histoire ne nous donne pas de 22 chances, là. Il y a une chance, il y a une opportunité. Quelqu'un nous dit qu'il voudrait peut-être. Donc, bougeons, faisons le mouvement, puisque le statu quo est impossible. Si le statu quo est impossible, si les vieilles recettes, si les vieux politiciens, si les messieurs avec les casquettes de bateau du PQ puis avec des barbes de boulanger, là, la petite barbe des messieurs de mon âge, là, qui sont dans le PQ, là, si tout ça est mort, tout ça est comme des vieux pharisiens qui feront jamais quoi que ce soit d'autre chose que de tuer la jeunesse, ce qui reste des jeunes, si on n'est pas capable de comprendre qu'il y a une chance inouïe, que on est cuit. Christian Saint-Germain, c'est un plaisir de vous recevoir au Libre Podcast dans cette édition spéciale Conversation 1h18 quand même. On a fait un bon bout de chemin. C'est toujours une joie de vous recevoir et on va vous suivre dans vos projets de retraite qui, on ose l'espérer, seront très vocaux et pourront permettre à votre vision de continuer de rayonner un peu partout au Québec. Alors, Libre Média est toujours ouvert à votre vision de prophétique, pourrions-nous dire. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Francis. C'est un plaisir. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.